Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Depuis lundi, l'euro a reculé des 0,25% à moins de $1. À moins de $1. Le taux le plus bas par rapport au dollar depuis décembre 2002. 20 ans. Et oui, nous tenions avec l'euro quand même. Et puis là, on sent que c'est pas tout ça. Et depuis le début de l'année, le janvier, la monnaie européenne a perdu 13% face au dollar. Alors, il était temps de parler un tout petit peu de tout cela, de la monnaie. Vous savez, on parle de guerre Russie-Ukraine, on parle des armes, on parle des sanctions, on parle du froid, on va continuer à en parler, on parle de tout cela, de comment il faut se serrer la ceinture, même quand on n'a plus de pantalon. Mais là, quand même, il était temps de parler de ce qui se passe avec notre monnaie européenne, je rappelle, qui est là depuis l'an 2000. Frédéric Farah, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes membre du laboratoire phare à la Sorbonne et vous êtes auteur d'un livre dont j'aime beaucoup le titre et je vais vous le demander après l'émission parce qu'on va en reparler. Je ne l'ai pas lu, mais l'impuissance organisée de l'État en France, fake state. Alors, j'ai bien aimé fake state. On parlait de fake news, maintenant ça y est à l'époque du fake state. Alors Frédéric Farah, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'apparemment le dollar tient. On parlera ensuite avec vous de dédollarisation du monde, avec ce qui se passe avec le bascule des yuan, des roupies, des roubles. Mais auparavant, la chute de l'euro, la relative chute de l'euro est due à quoi? Alors, la chute d'une monnaie peut être liée à plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, dans le cas de l'euro, on peut tout d'abord observer ce qu'on appelle un facteur financier, c'est-à-dire quand on observe la variation des taux d'intérêt. Donc les États-Unis, dans le cadre de la politique monétaire américaine, pour faire en sorte que l'inflation soit moins importante, a relevé plus ses taux d'intérêt que la Banque centrale européenne. Donc ça a un effet, évidemment, puisque c'est plus intéressant de placer en dollars qu'en euros, et bien évidemment, les capitaux vont où? On va aux États-Unis. Donc forcément, si on compare évidemment euro-dollar, évidemment, c'est pour le dollar. Ça, c'est un. Deuxième explication, c'est comme l'Europe et particulièrement la zone euro rentre dans une situation difficile en termes de croissance, en termes d'énergie, le dollar va jouer un rôle de ce qu'on appelle de valeur refuge. Donc il est plus intéressant d'aller aux États-Unis que dans une zone euro où on voit bien en termes d'énergie, alimentaire, c'est compliqué. Donc deuxième explication. Troisième, effectivement, explication, c'est qu'on appelle dans les taux de change, puisque le taux de change, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre, ce qu'on appelle les facteurs psychologiques. C'est-à-dire que les agents économiques, c'est-à-dire les marchés financiers, ce sont des êtres tout entiers animés, si je puis dire, par la psychologie, c'est-à-dire le fait d'anticipation sur ce qui va se passer. Donc, soit on va anticiper à l'appréciation d'une monnaie, soit on va anticiper à la dépréciation d'une monnaie. Donc, les agents économiques, ils sont inquiets un peu sur la suite pour l'euro. Donc, évidemment, ça se traduit par le fait peut-être de se débarrasser de ces euros, d'en avoir moins. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la valeur de la monnaie se déprécie. D'autre part, évidemment, avec l'incertitude dans laquelle nous évoluons par rapport au gaz et par rapport à la guerre, évidemment, tout ça, ça peut jouer quelque chose de défiant à l'égard de l'euro. Donc, on se retrouve dans cette situation, d'autant plus que la situation se continue parce que, historiquement, sur les 23 ans de l'euro, il n'y a jamais eu réellement une politique de change, c'est-à-dire de ce prix de monnaie par rapport au dollar, qui a été clairement établie. Dans le traité de Maastricht, normalement... pardon, c'est intéressant, c'est très... Il n'y a jamais eu de politique de change par rapport, par exemple, notamment au dollar. Jamais, ça n'a jamais été établi, si vous voulez. Non, parce que, en fait, au moment du traité de Maastricht, il y avait une ambiguïté, normalement, qui aurait dû déterminer ce taux de change par rapport au reste du monde. Normalement, ça appartenait aux États de le faire et non pas à la Banque centrale européenne. Mais comme les États ne l'ont pas fait, on est resté dans cette situation confuse. Qui a récupéré cette fonction? Cette fonction a été récupérée par la Banque centrale européenne. Or, la Banque centrale européenne, dans son histoire, par rapport à la Federal Reserve américaine, elle a plus réagi qu'agi. C'est-à-dire, elle attend que la Fed agisse et ensuite, elle réagit derrière. Suiviste, un peu suiviste, quoi, il faut le dire. C'est un peu suiviste, et quand on voit les variations de taux d'intérêt dans le temps, eh bien, on voit qu'en 23 ans, la Fed a beaucoup plus fait varier ses taux d'intérêt en fonction des besoins de l'économie américaine
que ne l'a fait la Banque Centrale Européenne. Et preuve en est, c'est que la Banque Centrale Européenne va commencer à faire baisser ses taux d'intérêt, alors que la crise des subprimes avait démarré, dès 2007, et elle monte en puissance en 2008. Mais je rappelle que l'euro atteignait son pic en juillet 2008 à 1,60 $, et qu'il a fallu que les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne commencent à baisser vers 2009, réagissant plus tardivement que la Fed. Donc, si vous voulez, le grand impensé de la zone, c'est l'impensé du change. Donc, et que l'on paye considérablement parce que le change, c'est un déterminant clé de la compétitivité prix. Et donc, effectivement, n'avoir été dans cette situation a été un problème et d'autres problèmes qu'on pourra également soulever ensemble. Alors justement, un autre problème qui est là et dont on parle peu, et quand même dont on parle beaucoup peu, mais qui est vraiment une espèce de tremblement de terre intérieur, je vais peut-être loin mais je ne crois pas, c'est par exemple que vous avez vu comme moi, et c'était déjà en gestation depuis quelques mois, que l'Arabie Saoudite a accepté de vendre du pétrole à la Chine en yuan. Et depuis quelque temps, et vous le savez mieux que moi, il y a non seulement, ce ne sont pas seulement des rumeurs, mais des commencements d'actions entre la Russie, la Chine et l'élaboration justement d'une monnaie alternative. Pas seulement, alors je ne dis pas que ça va se passer demain, pas seulement à l'euro, mais aussi au dollar et adossé sur l'or. Alors, quel rôle, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui peut se jouer dans les prochaines années? Et quel rôle ça va jouer par rapport au dollar, mais surtout par rapport à notre euro? Bon, alors c'est des phénomènes lents, hein, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est évident, mais on assiste à des tentatives, mais déjà anciennes, comment dire, dont la dédollarisation n'est qu'un élément. Tentative ancienne à quoi? C'est-à-dire que depuis, on va dire, la deuxième mondialisation, celle qui s'accélère surtout dans les années 90-2000, on voit que les pays dits émergents du Sud veulent une mondialisation alternative et sortir de la domination américaine, qu'elle soit monétaire ou économique. La version chinoise de la mondialisation, c'est les routes de la soie que la Chine a essayé de mettre en place d'ici de là. Donc évidemment, la persistance du dollar est encore le témoignage de cette hégémonie. Parce que ce qui est particulier dans la monnaie, c'est que vous pouvez être une nation qui recule, mais votre monnaie encore domine. On l'avait vu avec la livre sterling britannique et on le voit encore avec le dollar. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une volonté d'émancipation. On peut regarder les émergents comme dans une logique de grande émancipation économique par rapport à la domination américaine, et ça passe par les dédollarisations qui peut-être va aboutir un jour ou l'autre. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que qui risque d'être un peu l'idiot utile de la mondialisation, c'est nous, c'est-à-dire l'euro. Parce qu'en fait, l'euro, on dit, a été pensé pour essayer de concurrencer le dollar, mais l'euro est resté une monnaie régionale avant toute chose. Et en fait, et en gros, elle a été longtemps la protectrice, cette monnaie, du dollar plus que sa concurrente. Parce que, souvenez-vous, pendant la crise des dettes souveraines, alors que les dettes aux États-Unis étaient plus impressionnantes que chez nous, la crise des dettes a eu lieu en Europe. Et ainsi, effectivement, ça a protégé le dollar. Nous, dans l'affaire... On était le geste barrière, le masque un peu pour protéger le dollar, oui. Mais bien sûr, c'est évident. Et aujourd'hui, en tant que tel, il n'y a pas... On ne se pense pas comme acteur stratégique, et donc par rapport à ces évolutions que vous écrivez sur la Chine qui sont importantes, eh bien les Américains ont toujours voulu manipuler leur monnaie pour des intérêts stratégiques. Maintenant, la Chine, l'Inde ont envie de faire la même chose. Ceux qui ne savent pas se penser comme entité stratégique, c'est nous. Si les États-Unis disaient à une époque, le dollar c'est notre monnaie et votre problème, avec l'euro, c'est notre monnaie et notre problème. C'est ça, oui, c'est double contrainte, double perte, enfin, double punition. Mais ce qui est étonnant, est-ce que, à votre avis, alors bien sûr que ça va prendre du temps, et on l'a dit, vous l'avez dit, est-ce qu'à votre avis, au fond, ces tendances que vous avez évoquées, qui sont des tendances longues, ces tendances de fond, est-ce qu'elles vont se poursuivre? On est parti en tout cas, sans faire de prévision, parce qu'on sait très bien que tout peut changer, les tendances longues finissent en poubelle, comme disait Alphonse Allais, mais quand même, est-ce que un axe Russie, Chine, Inde, je parle du point de vue monétaire, je parle même pas du point de vue stratégique, mais dans cette émancipation que vous évoquez, sans parler des BRICS, le Brésil, l'Afrique du Sud et autres, est-ce que c'est quelque chose en tout cas qui pour vous est déjà parti et déjà sur les starting blocks ou pas?
Oui, ça l'est, même si aujourd'hui, évidemment, la Chine a encore très largement besoin des États-Unis et réciproquement. Je veux dire, la Chine, elle ne peut pas aujourd'hui ignorer l'importance des États-Unis, tant financièrement qu'économiquement. Mais oui, c'est parti parce que je crois aujourd'hui que cette désoccidentalisation du monde, que le fait qu'effectivement, on avait déjà vu avant dans les domaines non monétaires comment on essayait dans ces pays-là, BRICS et autres, d'être dans une concurrence des institutions, par exemple comme les G7 et autres, ou au contraire, la Chine qui a énormément investi l'OMC pour essayer d'être une l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr. Commerce, évidemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une crise économique, c'est l'occasion, ou même des crises géopolitiques, c'est l'occasion de rabattre les cartes. Donc je pense qu'effectivement ce mouvement est ancien, il va se poursuivre. Les États-Unis vont essayer de tout faire pour jouer de leur influence parce que les États-Unis restent importantes parce que derrière le dollar se cachent des choses qui donnent encore la puissance au dollar. Et c'est quoi ces choses? Les marchés financiers les plus liquides au monde, c'est les marchés américains. Les normes comptables, elles sont américaines. Les innovations financières sont américaines. La puissance du dollar, c'est aussi ce qu'on appelle la matière noire, c'est-à-dire ce qui est derrière le dollar, c'est-à-dire ces innovations, ces marchés financiers, ces normes comptables. Nous, en Europe, maintenant, c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire dans aucun domaine, c'est-à-dire devenir une entité stratégique. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est cela qu'on subit. Et dans aucun domaine, comme vous dites, pas seulement monétaire. Pas seulement monétaire, de manière générale. Ouais. Voilà. Et oui, non, très, très important. Donc on est quand même, Frédéric Varra, on a commencé, je dirais, un grand basculement du monde, de ce point de vue-là. Oui. Mais ce basculement, si vous voulez, arrive quand on dit les émergents à la fin des années 90, début 2000, mais ils ont émergé, ils sont là. Simplement, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que on vit une mondialisation bizarre avec un peu une Chine présente et absente parce que comme elle est dans la stratégie zéro Covid, évidemment, elle confine de manière très dure certaines de ces villes stratégiques qui fait que ça désorganise les chaînes du monde. Donc, on est dans une espèce plus de régionalisation qui est en train de s'affirmer au détriment de cette mondialisation globale avec une Chine présente, absente, présente pour des raisons stratégiques, absente parce qu'elle est tellement dans cette stratégie dure de confinement qu'évidemment, vous vous retrouvez avec des villes clés pour l'organisation du monde. Oui. Qui commence à manquer, etc. Enfin, tout. Voilà, évidemment. Donc, aujourd'hui, on est dans un... Parce que, n'oublions pas, la première mondialisation qui a eu lieu de 1870 à 1914, c'était l'industrialisation du Nord et la désindustrialisation du Sud. La deuxième mondialisation à l'heure actuelle, c'est plutôt industrialisation du Sud, désindustrialisation du Nord. C'est ça. Et eux, ils ne pensent pas trop CO2 et COP21. Non, c'est pas leur... Alors, juste, dernière question, Frédéric Varra, mais et merci pour ces éclaircissements. Quid de l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose où on est spectateur, comme d'habitude, enfin depuis quelque temps déjà. Écoutez, malheureusement, j'ai l'impression qu'en matière monétaire, on risque d'être spectateur, d'autant plus qu'il y a un autre problème massif, très rapidement sur le taux de change. Ce qui compte dans le taux de change, c'est pas simplement le rapport d'une monnaie à une autre, c'est toujours de pondérer ce taux de change par rapport à l'importance du partenaire commercial avec lequel vous commercez. Je m'explique. Si vous perdez 20% de votre monnaie par rapport à un pays qui ne représente que 2% de vos échanges, c'est pas grave. Vous perdez 20% de votre monnaie par rapport à un pays qui représente 35% de vos échanges, là c'est très grave. Le problème, c'est que les Européens échangent beaucoup entre eux et les parités entre ce qui a constitué l'euro sont irrévocables. Or, le problème, c'est pas simplement la valeur par rapport au dollar, c'est comment revoir les rapports entre les monnaies européennes qui ont été fixées à jamais au milieu des années 90. Parce que comme on ne peut plus revenir sur ces parités, qu'est-ce qu'on fait? On écrase les salaires pour être compétitif. Et ça, c'est un problème. Parce que socialement, économiquement et autres, ça rejaillit sur tout l'état du pays, enfin des pays. Mais évidemment, parce que quand vous n'avez plus la flexibilité sur votre monnaie, parce que vous n'avez plus de francs, vous n'avez plus de lire, la flexibilité, vous la récupérez sur le travail. Donc, au lieu de faire un ajustement par la monnaie, vous faites un ajustement par les salaires. Ça marche quand il n'y a pas trop d'inflation, mais quand l'inflation arrive, c'est catastrophique, c'est la double morsure. Et quand le pouvoir d'achat devient celui qu'il est, c'est ça. Exactement. Et donc, l'Europe, pour l'instant, effectivement, le problème, c'est qu'elle a défait les anciennes régulations nationales pour ne pas lui substituer une véritable puissance supranationale européenne. Donc, on est dans la logique du fake state, c'est-à-dire l'impuissance de l'État. Voilà. L'impuissance de l'État. Merci beaucoup. Que l'Empire était bien sous la dévaluation. On s'en rappellera peut-être. Merci Frédéric Varra. Je vous en prie.